Voilà. بس الخير c'est Omar. Salkher, bonjour, Voilà. bonsoir. Voilà, donc cher professeur, nous sommes en direct. Très Et bien. donc c'est la troisième partie Oui, de la conférence sur controverse autour du paradigme oui. de thermodynamique. Donc je vous laisse la parole, cher professeur. Merci beaucoup. C'est Mohamed. Merci à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Je ne sais pas comment appeler ça, en tout cas. Les bons amis et des curieux qui veulent suivre un peu ce que j'essaie d'expliquer depuis un bout de temps sur et pourquoi on ne peut pas l'expliquer. Enfin, c'est surtout ça que j'essaie de faire en restant dans les discours traditionnels de la théorie économique, surtout, et managériale, mais gestionnaire aussi, bien entendu. La liaison de ces deux domaines que je n'ose pas appeler science, c'est pas des sciences. Euh, L'économie est une idéologie et la gestion est au mieux une techné, comme disait Aristote, un ensemble de techniques et de procédures de comment concrétiser ce que dit l'idéologie économique sur le terrain, en termes de croissance, de gains, de bénéfices, de marché, de ceci, de cela. Enfin bon, tous les concepts, j'ai déjà expliqué pourquoi. Pour moi, il n'est pas possible de séparer l'économie de la gestion, particulièrement le modèle états-unien, le modèle américain, où c'est la pensée économique néoclassique, néolibérale, particulièrement néolibérale aujourd'hui, et malheureusement, parce que c'est quelque chose sur lequel nous sommes plusieurs à pousser les hauts cris depuis des décennies. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis l'un des rares à avoir depuis les années 80 déjà commencé à crier que cette mondialisation néolibérale allait nous conduire à la catastrophe. Voilà. Donc je me souviens même d'un parterre de ministres où j'ai participé à un moment donné, donc dans les années 80, où on me posait la question, mais comment se fait-il que vous êtes le seul ou l'un des seuls, rarissime, à penser comme ça. Il y en a même qui m'a dit كيفاش غير حنا les Algériens les جاتنا هاد الفهمة هادي. Il n'y a que nous les Algériens qui avons, enfin en faisant allusion à moi, bien entendu, qui avons cette compréhension, le fahama, cette intelligence d'être contre la mondialisation, alors que le monde entier est pour, et tout le monde chante la mondialisation, tout le monde. Bon. Alors, si on nous avait écouté, on serait dans d'autres circonstances aujourd'hui que les circonstances dramatiques que nous observons chaque jour, dans tous les domaines, tous, depuis l'écologie jusqu'à la société, les mœurs, la violence, la corruption, les vols, etc., etc., etc. Bon, alors, je voudrais continuer aujourd'hui sur les objections et contre-objections à ce paradigme thermodynamique de l'économie et de la gestion, je le rappelle. Et je rappelle aussi que je suis le seul à avoir été jusqu'à la gestion et jusqu'au profit lui-même. Donc l'objet principal, sinon unique, de ce que fait la gestion, l'objet final évidemment, la finalité. Et donc ces objections montrent à quel point la construction de ce paradigme sème le désarroi. Particulièrement depuis qu'il est connu, donc depuis quelques années, parce que j'ai mis quand même une bonne vingtaine ou trentaine d'années
à le développer sous tous ses aspects. Bon, alors je ne vais pas encore une fois rappeler les grandes lignes que j'ai déjà exposées plusieurs fois pour être bien sûr d'être compris, parce que ce n'est pas facile du tout, ni pour moi d'exposer des choses qui sont très complexes en termes qui sont compréhensibles bon, à toute personne intéressée à comprendre ces choses-là. Mais aussi difficile de passer des niveaux parfois extrêmement abstraits, en plus d'être complexes, de ce que la thermodynamique et la physique théorique, notamment, nous apprennent sur ce monde, et encore plus passer donc, de ces abstractions à l'application à des domaines plus concrets, plus terre-à-terre, que sont l'idéologie économique et la praxéologie. Je ne peux même pas dire praxéologie parce que ça n'en est pas une. Donc la technique, l'ensemble de techniques que sont les connaissances, entre guillemets, dites connaissances en gestion. Bon, alors donc, la dernière fois, on avait vu une quatrième objection, et qui concernait notamment ces objections-là, ce que le travail intellectuel, le produit de la pensée, qui est donc non matériel, virtuel, etc., et qui finit par aboutir à des concrétisations économiques et à contribuer au développement, à la croissance. Bon, on confond encore et encore croissance et développement, mais j'appelle ça surtout croissance, c'est ce qui est une folie. Et donc, le travail, soi-disant, donc virtuel comme ça, de l'information, de la pensée, de l'intellectuel, échapperait à ce raisonnement thermodynamique. Et donc, c'est pour ça qu'on se tourne comme vers le Père Noël, mais l'Algérie en premier. Je me demande comment d'ailleurs, avec une des situations du pays, de connectivité, de connexion Internet, etc., qui est le véhicule par excellence et indispensable et incontournable de tout ce qui tourne autour de l'information et de l'économie de la connaissance, l'économie du savoir, l'économie virtuelle, l'économie, enfin, tout ce qu'on appelle comme ça. Et puis je reviendrai parce que je vais critiquer un peu tout ça aussi, parce que ça ne tient pas debout. Eh bien, ça ne tient pas debout parce que tout simplement, bon, pour l'Algérie en particulier, sans connectivité 5G et plus, je ne vois pas comment l'Algérie irait vers l'économie de la connaissance, et encore plus quand les bases matérielles basiques, élémentaires, qui sont que sont les institutions de production de connaissances, sont sinistrées en Algérie. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est du rêve éveillé, c'est de la pensée magique que j'arrive très mal à m'expliquer. Bon, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, j'ai publié un très long entretien avec ce Mohamed Mohammedi dans Eco Times du 22 et 23 août, si j'ai bonne mémoire, ou septembre, je ne me rappelle plus, sur ces questions-là. Bon, alors donc, tout ça à voir avec le paradigme thermodynamique, parce que l'objection suivante que j'aimerais partager avec vous et développer la contre-objection, c'est précisément l'objection qui a consisté à me demander, mais que faites-vous de la production de cette partie de la production
dite économique, qu'est la production d'argent, la finance. Donc, tout ce qui est bourse, spéculation, actions, croissance de la valeur des actions, maintenant les bitcoins, la monnaie virtuelle qui croît et qui décroît à des rythmes qui deviennent absolument hallucinants. Et que faites-vous donc de la spéculation, de l'argent qui produit, sans aucune espèce de transformation physique? Il n'y a que le génie, l'intelligence, je sais pas quoi, des traders, des financiers, etc., qui sont d'ailleurs maintenant beaucoup plus des gens qui viennent de physique et de biophysique, de biochimie, de mathématiques appliquées, etc., beaucoup plus de ces domaines-là que des domaines de la finance ou de la gestion, parce qu'ils développent des algorithmes qui viennent d'équations extrêmement complexes, de ce qu'on appelle les phénomènes critiques, et donc qui analyse à quel niveau il faut vendre ou acheter des actions ou des débentures ou des obligations ou des bons du trésor ou de ceci ou de cela, donc des parts de propriété de ceci ou de cela, quelles sont les seules critiques à la nanoseconde près, c'est-à-dire à un milliardième de seconde près, et donc prendre des décisions pour vendre ou acheter dans des fractions de secondes pour gagner ou spéculer à la baisse ou à la hausse sur certains produits, donc produits dérivés, etc., etc. Bon, alors donc, en passant, j'ouvre une petite parenthèse et je demande à toutes les personnes qui m'écoutent d'essayer de poser la question à n'importe quel, même super expert en finance, en économie et dans tous ces domaines, la bourse et tout ce qui s'ensuit, de vous donner la moindre définition de ce qu'est un produit dérivé. Or, les produits dérivés, c'est ce qui a provoqué, par exemple, entre autres, la chute de la bourse et la crise qui a suivi en 2008. Alors, quand les financiers, les plus grands, Michael Moore, par exemple, dans son film sur précisément ce qui s'est passé en 2008 et Wall Street, j'ai oublié le titre, je pense que c'est rendez-nous ce que vous avez volé ou quelque chose comme ça, enfin bon, je traduis librement. Et donc Michael Moore, là, a interviewé un vice-président, je ne sais plus si c'est de la Banque fédérale ou de Goldman Sachs. Vous savez, Goldman Sachs, c'est l'une des sous-officines d'extrêmement grandes et puissantes banques de ce monde, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas passer encore pour terroriste ou antisémite ou je ne sais quoi. Enfin bon, il y a des noms qu'il ne faut plus prononcer, sinon on devient tout de suite antisémite. Je me rappelle quand j'ai critiqué la manière dont les États-Unis présentaient le 11 septembre, j'étais traité d'antisémite. Alors, allez savoir quel est le rapport. Mais maintenant, on fait des rapports entre tout et tout. Alors, quoi que vous disiez, faites attention, pour n'importe quoi, vous pouvez être taxé le lendemain d'antisémite ou d'islamo-gauchiste, ou enfin tous ces nouveaux adjectifs là qu'on nous assène pour nous faire taire, et pour faire taire la vérité surtout. Bon. Alors, voilà, Michael Moore interview ce vice-président. Donc, écoutez, s'il y a des vice-présidents à Goldman Sachs ou à
la Fed ou une institution financière de cette ampleur, ben, on devrait être capable au moins de savoir de quoi on parle, ou de quoi le monde de la finance parle. Et il interviewait aussi un grand professeur de Harvard de finance. Et ben, les deux étaient absolument incapables de dire le moindre mot de début, de mot, de phrase, de définition de ce que veut dire, de ce que c'est un produit dérivé. Bon, les produits dérivés, c'est un peu tout. Bon, c'est de ça qu'on parle donc, dans cette objection. Eh bien, ça va depuis un trader qui assure la vente à découvert d'actions qu'il a empruntées, qu'il n'a même pas. Donc, c'est très courant en bourse ça, de prendre des options sur des actions sans les payer. On ne sort pas un sou. Et puis, on spécule à la baisse, donc on spécule sur le fait qu'elles vont perdre de valeur. Et on attend jusqu'à ce qu'elles perdent suffisamment de valeur pour les racheter à vil prix. Et donc, on a acheté des tonnes de plus que ce qu'on a acheté des options qu'on a prises au début, qu'on n'a même pas achetées. Donc, ce qui fait qu'en une demi-journée, une journée, un trader peut devenir millionnaire ou milliardaire juste après avoir pris des options sur des actions de n'importe quoi, même d'une banque ou sur une institution financière quelconque, donc sur la monnaie qui devient de la marchandise. Alors on va voir aussi ce que ça implique, ça, que la monnaie devienne marchandise vendable et spéculable et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, voilà, ça va de là jusqu'à un autre, l'assureur qui assure ce qu'il a assuré auprès d'un assureur de deuxième ligne. L'assureur de deuxième ligne va assurer auprès d'un assureur de troisième ligne, etc. On émet des titres sur ces assurances, ça devient des produits dérivés. Voilà, alors les produits dérivés, c'est aussi des subprimes, c'est ce qu'ont fait les MBA Finance en 2007-2008 pour gagner de l'argent, puisqu'on ne pouvait plus gagner de l'argent ni avec la classe moyenne, ni avec la classe supérieure. La classe supérieure ne dépensant que dans le luxe, parce qu'ils ont tout, et la classe moyenne n'ayant pas d'argent pour acheter quoi que ce soit, et encore moins des maisons. Donc c'est pour ça qu'ils ont été vendus pour rien, pour ainsi dire, ce qu'on appelle les underclass, les sous-classes, ceux qui n'ont pas d'argent du tout. Et donc, ils ont spéculé sur quelque chose qui n'existait absolument pas, sinon sur papier. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça qu'on appelait des actifs appuyés sur des papiers appuyés sur des actifs, c'est-à-dire donc des maisons construites ou en construction sur plan. Et on vendait et on faisait signer des contrats qui, eux, étaient concrets. Les papiers étaient concrets. Et donc, ces papiers, on allait les assurer. Et les assurer, les contre-assurer, les surassurer, etc. Bon, de façon à ce que ces contrats, disons, de valeur 1 au départ, à la énième assurance et contre- et surassurance et titrisation, etc., valent 1000 fois le 1 qu'il valait au départ. Alors ça aussi, c'est un produit dérivé. Alors bien évidemment, les actions émises sur des produits qui n'existent pas, comme ça s'est passé pour la crise de 1929. Si vous lisez la crise de 1929 de John Kennedy Galbraith, eh bien, vous y verrez qu'en 1924-25, on vendait en bourse des actions, soi-disant réputées des actions sur des terrains de luxe au bord de mer de Philadelphie ou de Cincinnati ou de je sais où, ou de New Orleans, etc. Des actions sur des terrains qui étaient censés être des plages magnifiques en Virginie
de l'Est, etc., en Caroline du Nord, ou je ne sais où, etc. Et tout ça, ça s'est avéré être tout simplement des marécages perdus en Virginie de l'Ouest, où il vaut mieux pas dire qu'on est d'origine, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est mal vu, comme le Kentucky, comme des régions comme ça, les Appalaches, etc., qui sont des régions pauvres, même si on est blanc, il faut le cacher. Et donc voilà, alors ça, vous lirez ça dans la crise de 1929 de John Kennedy Galbraith, avec des indications, des preuves, des documents, des citations de noms, etc., etc. Bon, donc voilà, tout ça, c'est des produits dérivés. Voilà, tout ça, c'est ce qui se joue en bourse, c'est ce qui se joue en spéculation. Alors, on est complètement perdu là-dedans. La bourse est une espèce de boîte noire dans laquelle personne ne sait ce qui se passe. Personne. Vous devenez milliardaire ou clochard du jour au lendemain après avoir joué, pas placé. Il ne faut jamais dire qu'on place de l'argent à la bourse. On ne place pas, on joue. C'est un casino. C'est pas du placement. Et donc, le casino, ben, quand vous jouez au casino, vous savez très bien qui gagne. Alors, regardez aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la Terre qui est en train de partir à volo dans tous les sens et dans toutes les directions, ben, les banques n'ont jamais été aussi riches. Jamais. Sans parler des compagnies qui spéculent sur les médicaments, les vaccins, etc., etc. Alors, les PNB, les PIB, tout ça, ça se porte très bien. Les prix des biens, notamment automobiles, maisons, etc., sont en train de flamber en flèche et ils trouvent acheteurs. Alors, qui va comprendre ces aberrations qui sont dues précisément à cette transformation de l'économie en spéculation. L'essentiel de l'économie maintenant, c'est plus que l'essentiel, c'est de la spéculation. Et donc, comme le dit Thomas Piketty, et comme l'a dit Marx bien avant lui, eh bien, le capital bancaire qui l'emporte sur le capital industriel. Bon, alors, donc, l'économie devient une finance. Voilà, bon, ça, on y reviendra. On analysera comment et pourquoi et quelles sont les conséquences. Ce que Aristote avait prévu, en parlant du fait que le oikosnomia, l'économie, c'est-à-dire l'éco, ce qui renvoie à la communauté, l'oikos, et nomie, nomia, la norme pour faire le bien de la communauté. C'est ça la définition de l'économie. Eh bien, l'économie est devenue ce que Aristote a appelé crématistique, créma athos, qui veut dire argent et poursuite pour faire et multiplier et gagner de l'argent, ce qu'on appelle la croissance. Bon, alors donc, voilà, tout ça, c'est ce qui est englobé par cette objection qu'on m'a posée. Alors, vous imaginez bien à quel point c'est complexe. Bon, donc, si on essaie d'aller au plus simple. Bon, on me dit, Monsieur Actouf, votre paradigme thermodynamique et votre critique de l'économie à partir de la thermodynamique nous dit que quand il y a travail, il y a destruction. Destruction par transformation. Bon. Phrase qui, je le répète, si j'ai déjà dit, je m'en excuse, parce que c'est quand même important, qui vient d'être reprise, c'est sur Internet, je l'ai vu comme ça en passant, par un économiste français. Je ne me souviens pas s'il a cité mon nom, mais c'est une phrase qui sort directement de mes conférences et de mes écrits sur ce que fait l'économie quand on l'éclaire par la thermodynamique. L'économie ne crée rien du tout.
L'économie ne fait que transformer. Et quand on transforme, dans toute transformation, il y a une victime. Et cette victime est définitivement perdue, définitivement détruite. Un menuisier qui transforme un arbre en table, ben, l'arbre qu'il a coupé pour en faire une table, c'est fini. C'est définitivement perdu. Il faut attendre que la nature fasse le même arbre sur 200 ans ou 300 ans, ou plus. Enfin, ça dépend de l'espèce d'arbre qu'il utilise. Bon, donc alors, voilà, donc c'est pour ça que j'ai inventé, ou en tout cas composé cette phrase. En économie, nous ne créons rien du tout, nous ne faisons que détruire par transformation. Donc, en transformant, nous détruisons. Voilà. Alors surtout, s'il vous plaît, je vois ce qui se passe dans vos têtes. Ne pensez plus, ne pensez pas à la phrase de Lavoisier, 18e siècle, lequel Lavoisier parlait effectivement de ce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça, c'est en chimie. Je ne le répéterai jamais assez. Lavoisier parlait de chimie. Bon, à son époque, thermodynamique, le terme n'existait même pas. Donc, il ne pouvait pas savoir. L'effet Joule aussi, une certaine quantité de chaleur qui est perdue dans certaines occasions en physique sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, mais qui illustre aussi à sa façon ce dont je parle, eh bien, c'est que dans toute réaction chimique, ce que Lavoisier ne pouvait pas savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui se perd définitivement, c'est la quantité de chaleur, c'est-à-dire le travail nécessaire pour opérer la réaction chimique, pour provoquer cette réaction chimique. Bon, mais ce que Lavoisier ne voyait, c'était que ce qui se passait avant la réaction, quand on met en contact des molécules, je ne sais pas moi, d'acide chlorhydrique et de calcaire ou je ne sais quoi, enfin tout ce que vous voudrez, et ce qui se passe après, les nouvelles combinaisons de molécules et d'atomes qui se passent après la réaction. Bien, ce qui l'intéressait, lui, c'était le poids atomique, ce qu'on appelle aussi la valence. Donc, en termes de poids atomique, effectivement, de masse atomique, etc., après la réaction chimique, on trouve la même masse atomique, le même poids que ce qu'on avait avant. Parce que tous ces atomes, toutes ces molécules, etc., qui se combinent, qui se recombinent, ne se détruisent pas, ne se perdent pas, ne s'envolent pas. Ils ne font que se recombiner. Donc, en se recombinant, ben, ils nécessitent une quantité de chaleur. Et cette quantité de chaleur est définitivement perdue. Et là, bon, Lavoisier ne savait pas ça. Alors, s'il vous plaît, ne cédez pas à la tentation de prendre cette phrase de Lavoisier comme étant une espèce d'objection majeure à ce que je dis, parce que ça n'a rien à voir. Ce sont des domaines différents. Bon, alors donc, si on revient à cette question de spéculation, eh bien, tenez-vous bien. Aujourd'hui, je vais certainement m'en tenir juste à celle-ci, parce qu'elle est grave, elle est terrible, complexe, et peut-être l'une des plus dangereuses. Pas peut-être, même certainement. Alors je suis en train de développer petit à petit, entre mille et une choses différentes, ce que cet aspect-là de la spéculation comme peut-être le plus dangereux des domaines dans lesquels la finance fait des dégâts considérables, toujours de plus en plus considérables, au point de vue donc de la thermodynamique. Bon,
Donc, reprenons cette question de spéculation. Alors, souvenons-nous qu'Aristote avait condamné, on trouvera ça dans le livre de l'économique, ou l'éthique à Nicomaque. Aristote, donc, on retrouvera cette idée selon laquelle donc la crématistique, l'argent qui fait de l'argent, il ne faut pas oublier ça, hein. C'est que, et plus tard Marx reprendra aussi dans notamment ces développements sur travail, salaire et profit, si j'ai bonne mémoire, et ailleurs aussi, quand il explique la valeur et ce qu'il appelle la plus-value, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, etc. Bon. Et donc la circulation marchandise, argent, argent, marchandise, argent, marchandise, et puis argent, etc. Bon, il y a toute une... ça aussi, on trouve beaucoup c'est un peu complexe quand même, mais on trouve une forme d'explicitation de ce qui était plus de l'ordre de l'intuition chez Aristote. Donc, Aristote nous dit le spéculateur, celui qui fait de l'usure, par exemple, les usuriers, à son époque ça existait, on sait bien, et c'était particulièrement les Juifs. Ben, pourquoi les Juifs? Tout simplement parce que dans tout l'Occident, depuis l'Antiquité, depuis qu'ils ont été une espèce de peuple élu condamné à l'errance, etc., eh bien, ils étaient interdits de beaucoup de choses dans l'Occident. L'antisémitisme a toujours été occidental. Il n'a jamais été oriental. Il n'y a jamais eu, creusez toute l'histoire que vous voudrez, jamais eu d'antisémitisme dans l'histoire qui vient des Arabes et des musulmans. D'ailleurs, ils sont sémites aussi. Les uns sont les descendants d'Israël, les autres sont les descendants d'Ismaël, qui étaient deux frères. Bon, alors... Bon, en tout cas, passons. Je reviendrai peut-être un jour sur cette question de l'antisémitisme, parce que aussi ça vaut la peine, parce que ça aussi, ça pèse énormément sur la géopolitique, donc la géoéconomie, et donc l'économie, la gestion et tout ce qui s'ensuit. Bon. Donc, les Juifs étaient condamnés à travailler dans les domaines où les Occidentaux chrétiens n'en voulaient pas ou n'avaient pas le droit. Par exemple, la spéculation, parce que c'est une condamnation, ça, dans la chrétienté comme dans l'islam, ce qui nous vient d'ailleurs d'Aristote, l'usure, riba, haram. L'usure, c'est un péché mortel. Voilà. Donc, tout chrétien qui m'écoute et qui a un compte en banque avec des intérêts, eh bien, normalement, il est excommunié de l'Église et de la chrétienté. Bon, on se gardera bien de le dire, parce que sinon, les banques auraient des problèmes. Bon, alors donc, à partir de là, Aristote avait eu cette intuition que de l'argent qui fait de l'argent, c'est encore pire. Ce que, à présent, je commence à comprendre avec la thermodynamique. Vous voyez ce génie d'Aristote, qu'il y avait quelque chose de extrêmement suspect et infiniment plus grave que de faire de l'argent par de l'activité physique.
de l'activité qui consiste à pêcher des poissons et les vendre, ou transformer des arbres en table, ou extraire du minerai et le transformer, etc. Enfin, tout ce qui est donc ce qu'on appelle l'économie réelle. Bon. Et là, donc, Aristote avait déjà cette intuition. Et il dit, attention, l'argent ne peut pas produire de l'argent. Bon. Le cycle, par exemple, argent, marchandise, argent, argent. Chez Marx, par exemple. Ou le cycle argent, argent, argent. Évidemment, l'argent qui tourne en rond sur lui-même en se démultipliant, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens, parce que ça ne produit qu'une sorte de valeur qui n'est que de la... Je ne parle pas d'utilité, là c'est un autre problème sur lequel on reviendra. D'ailleurs, les économistes qui m'écoutent doivent le savoir. L'un des cauchemars des économistes, c'est commencé d'ailleurs depuis Aristote, la valeur, l'utilité. Bon, donc ces deux concepts-là, ce sont des cauchemars, plus l'économie agricole. L'économie agricole aussi est un des cauchemars des économistes. Bon, alors donc, bien pour rien, c'est pas pour rien qu'Aristote parlait de vertus physiques naturelles, ce qu'on appelait plus tard la valeur d'usage de l'objet, c'est-à-dire une paire de chaussures qui est faite pour protéger des pieds durablement, etc. Ça, c'est la valeur d'usage. Et la valeur d'échange, c'est-à-dire l'argent que le cordonnier va obtenir en vendant ses chaussures après l'apparition de la monnaie, évidemment. Bon, donc Aristote nous dit, de l'argent qui fait de l'argent, c'est comme si un mulet et une mule pouvaient produire un mulet. C'est pas possible. Parce que le mulet, comme l'argent ou la mule, c'est pas quelque chose de naturellement naturel. C'est une espèce de produit artificiel, de combinaison de choses qui, elles, étaient naturelles. Alors, l'âne qui s'accouple avec une jument ou un cheval qui s'accouple avec une ânesse, bien, la jument, c'est naturellement naturel, si vous permettez cette espèce de pléonasme, mais le cheval aussi, et l'âne aussi, et l'ânesse aussi. Mais le produit qui en sort, non. C'est quelque chose de pas naturel du tout. Artificiel, c'est donc... Alors, et cette chose artificielle ne peuvent pas, comme les choses naturellement naturelles, produire ou se reproduire. Pas du tout. Elles sont de facto et de nature telle que il est impossible qu'elles se produisent ou se reproduisent. Et là, Aristote a appelé ça le tokos, bâtard. Bâtard. Bon, un mulet, c'est quelque chose de bâtard. Parce que ça vient d'un mélange presque contre nature. Mais bon, mais qui donne quelque chose. Qui n'est pas naturel, mais qui est quelque chose qui est là. Bon. Alors donc, Aristote avait des mots absolument terribles, inouïs, contre toute personne à Athènes qui s'adonnait à ce genre de pratique, l'usure. C'est-à-dire ne faire que comme les Juifs. Donc à l'époque, et on sait d'où ça vient pour les Juifs, c'est dans le Deutéronome. Alors je ne peux pas vous dire celui de Babylone ou de Constantinople, enfin peu importe, mais ils l'ont gardé. C'est celui-là qui domine, puisque c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, une phrase qui a été sûrement triturée à un moment donné,
qui dit que seul le juif, puisque membre d'un peuple élu et entouré des nuits, a le droit divin, donc Dieu lui donne le droit de faire de l'argent avec de l'argent, donc de faire de l'usure, mais de faire cette usure avec ses ennemis, mais pas avec ses frères. Donc le juif pouvait prêter aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, tout ce que vous voudrez, avec intérêt, usure, mais pas entre juifs. Bon, ça c'est l'histoire, mais ça date quand même de la plus haute antiquité, hein. C'est quand même 2000, 3000 ans. Bon, donc, alors voilà, donc cette question de spéculation, de Tokos, a préoccupé un certain nombre de philosophes, notamment, et d'économistes, bon, comme Adam Smith, comme Ricardo, comme Marx, et les classiques surtout, et donc évidemment Aristote. Et alors, moi je me suis posé la question, mais pourquoi déjà depuis Aristote, cet anathème tellement terrible jeté sur cette idée d'argent qui fait de l'argent? Parce que moi aussi, au départ, quand j'ai commencé dès les années 70, après avoir pris ces cours de thermodynamique, comme j'ai déjà expliqué, et puis comparé avec ce que j'étudiais par ailleurs en économie, etc. Et donc, j'avais aussi cette intuition qui nous vient un peu spontanément, que de l'argent qui est fait sans faire usage d'éléments physiques et automatiquement, pratiquement naturellement, tombons sous le sens, moins anthropique, c'est-à-dire moins dégradant d'énergie que n'importe quel autre travail qui est fait à partir d'éléments physiques qu'on peut très bien voir, qu'on détruit, la terre, qu'on creuse, qu'on ceci, on tue machin, des biosphères, etc. On brise des cycles biologiques, on détruit des arbres, on fait des pistes, on ceci, on troue la forêt, ça se voit, c'est tellement évident, tellement. Mais dans ces activités nébuleuses, invisibles, d'argent qui fait de l'argent comme ça, par intérêt, il n'y a rien de physique apparemment qui est impliqué. Donc s'il n'y a rien de physiquement tangible, concret, matériel, qui est impliqué dans une transformation qui transformerait de l'argent en intérêt, ben donc ça tombe sous le sens, ou presque, qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie. Il n'y a pas de dissipation d'énergie, ou presque, comme il y en a dans le travail ou l'économie ou l'argent fait à partir d'éléments physiques. Bon, alors donc, c'est tout à fait naturel que ces gens m'aient opposé cet argument. Parce que vous pouvez réfléchir et arriver à comprendre que même ces activités donc, qui n'impliquent pas c'est pour ça que je parle lentement, là, j'y vais parce que je voudrais que les gens aient le temps d'assimiler, de réfléchir, de s'introduire dans le raisonnement, parce que je vous assure qu'il n'est pas facile du tout. Et certainement que j'y reviendrai sous d'autres aspects complémentaires pour encore plus expliquer ou expliciter ce que je suis en train de dire, tellement ça va pratiquement à l'encontre, à contresens de toute intuition quasiment logique qui tombe d'elle-même, qu'on a au départ comme ça, qu'une activité non physique, elle ferait, sinon pas du tout, de dégradation d'énergie, de dissipation d'énergie, qu'une activité non physique, en tout cas moins.
eh bien, vous allez voir que c'est le contraire. C'est le contraire. C'est beaucoup plus. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Aristote était à ce point atterré, ennemi, je dirais même effrayé par le fait que l'être humain se mette à s'adonner à cette activité d'usure. Donc ça va depuis l'intérêt le plus élémentaire jusqu'aux produits dérivés les plus complexes de l'activité économique et jusqu'à aujourd'hui ce qu'on appelle les bitcoins. Bon, alors donc les bitcoins, pardon, la monnaie virtuelle, les bitcoins en sont une. Bon, alors donc essayez de vous accrocher s'il vous plaît parce que le raisonnement n'est pas évident ni facile. Alors, je vous demanderai de faire un effort d'imagination. Et ensuite, on fera appel à quelques principes, notamment de la physique, de la biophysique, peut-être même de la biologie, si on a le temps. Eh bien, imaginez deux personnes qui achètent une voiture aujourd'hui, en disant que cette voiture, pour simplifier, vaut 10 000 $. Donc, chacun de son côté achète une voiture de 10 000 $, à 10 000 $. Bon. Mais il y a une différence entre le premier et le second. C'est que le premier travaille dans une activité physique avec laquelle il gagne sa vie. Disons que c'est quelqu'un qui travaille le bois, un menuisier, charpentier, tout ce que vous voudrez, et qui gagne sa vie, donc qui gagne son argent en fabriquant, disons, des chaises. C'est un exemple que je prends souvent parce qu'il a la vertu d'être l'un des plus simples que ceux que j'ai essayé d'utiliser. Alors donc, cette première personne, le 10 000 $ avec lesquels elle a acheté sa voiture proviennent de la vente de chaises qu'elle a fabriquées. Bon, voilà, bon, je ne dis pas créer, fabriquer, bon. Transformer des arbres, des planches, etc., en chaises. Eh bien, là, il y a un principe de la physique qui est le suivant. C'est le principe de conservation d'énergie par le travail. Alors, que dit ce principe? C'est que quand vous effectuez un travail, par exemple ce travail de transformer des planches, des bouts d'arbres dont on peut faire des planches, en chaises, et qu'on vende ces chaises. Eh bien, le travail qui a été fait, depuis le fait d'aller chercher l'arbre, le choisir, le ceci, le cela, le couper, l'émonder, le préparer, le passer à la scierie, tout ce qui s'ensuit, bon, et le transformer en planche, et puis transformer ces planches en chaises. Bon, eh bien donc, la physique nous dit, tout ce travail, même si, a priori, il dissipe de l'énergie, eh bien, en second lieu, si j'ose dire, ce principe nous dit il y a une certaine quantité d'énergie dissipée qui a été conservée dans ce qui reste comme produit que j'ai fait, que cet homme a fait à partir
des arbres qui ont disparu, évidemment, dissipation totale d'énergie, entropie totale, mais il reste de ces arbres, ces planches qui sont dans ces chaises. Plus évidemment la valeur, disons, que le menuisier a mise dans ces chaises, cette valeur étant le fait que on peut s'asseoir, se reposer, etc., etc. Donc, elles ont une certaine utilité qui leur donc procure une certaine valeur. Alors, là, il y a un problème. Est-ce qu'on peut estimer d'une façon quelconque la différence entre l'énergie conservée dans ces chaises qui sont là, comme celle sur laquelle je suis assis, là, bon, admettons qu'elles soient en bois, et la quantité d'énergie totale qu'il a fallu dégrader depuis le début pour aboutir à cette chaise. Alors là, c'est un autre principe, c'est le principe de non-utilisation à 100% de l'énergie venant donc de ce que nous donne la nature. Toute forme de matière que nous prenons de la nature, c'est que la matière, c'est de l'énergie. Bon. Alors que ce soit des minerais, des arbres, des poissons, tout ce que vous voudrez que nous prenons de la nature, une fois transformés en utilité, bon, le terme utilité a été introduit essentiellement par Léon Walras, on verra ça plus tard, pour essayer de se débarrasser de la valeur travail. Il a voulu introduire la valeur utilité, avec d'autres abstractions comme la demande, l'offre, etc., la rareté, la ceci, la cela, bon, les choix, la théorie des choix, le ceci, bon, on y reviendra. Bon, alors paradoxalement, entre parenthèses, Léon Walras se disait socialiste. Il était contre la valeur travail. Enfin, il a essayé de travailler contre la valeur travail. Mais il était chargé de mission. Alors, est-ce qu'il a fait ça par lui-même ou par obligation? On le verra plus tard. Parce qu'il y a une certaine forme de chantage qu'on a pu exercer sur lui. Bon, j'appelle ça chantage, mais on verra plus tard ce que ça veut dire. Bon, donc, alors voilà. La quantité d'énergie qui n'a pas été utilisée, qui a été dissipée, disons, inutilement, est infiniment plus grande que la quantité d'énergie qui reste dans la chaise qui est là et sur laquelle nous sommes assis. Et j'ajoute, évidemment, en faisant l'hypothèse qu'elle est en bois. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la valeur de cette chaise, énergétique ou monétaire, on sait que maintenant c'est... j'espère qu'après tout ce que j'ai dit, que c'est pratiquement synonyme, sauf que évidemment les conséquences de l'une et de l'autre sont totalement aux antipodes. Bon, mais alors pourquoi? Parce que pour aboutir à cet arbre, il a fallu faire une piste. Alors, c'est combien la valeur de cette piste? Or, il a fallu détruire tout un écosystème. Des nids d'oiseaux, des machins, je sais pas quoi, des terriers de lièvres, de renards, de ceci, de cela, des familles de renards, des familles de lièvres, des familles de... Bon. Tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Alors, on coupe l'arbre, il faut le sortir de la forêt. Le sortir de la forêt, là aussi, il y a toute une dégradation qui se fait autour de l'arbre, la biosphère, la biodiversité autour de l'arbre, qui a disparu aussi. Combien? La biodiversité qu'il y avait dans l'arbre, dans le tronc même de l'arbre, dans ses branches, dans ses, etc. C'est combien? Sur ses feuilles, sur tout ça, ça s'estime à quoi ça? Combien?
Et ensuite, il faut les monter, cet arbre. C'est qu'il faut enlever toutes les branches qui ne vont pas servir à faire les chaises, les petites branches, les grandes, etc., les brindilles, tout ce qui s'ensuit, l'écorce, le magin, tout ça. Et ensuite, on prend le tronc, et le tronc, il faut le transporter, donc il y a le transport, et là, il faut l'amener à la scierie. À la scierie, il y a des machines, des ceci, la haute entropie antérieure qui est en jeu, etc., etc. Et puis, du tronc, ben, on va peut-être extraire 50% de ce qui va être des planches bonnes à servir à faire des chaises. Voilà, donc déjà, on a ce problème donc, de non-utilisation à 100% de l'énergie quand on fait du travail avec des éléments qui nous viennent de la nature. Alors ça aussi, il faudra qu'on y réfléchisse. On va en parler, mais qui, comment, par quelle technique, par quelle technologie peut-on évaluer la part d'énergie dissipée, donc dont je viens de parler, depuis la piste jusqu'au biosphère, biosystème, etc., jusqu'aux petites branches et aux brindilles, à l'écorce, tout ce qui s'ensuit, jusqu'à tout ce qui se passe dans la scierie, et puis la menuiserie, et tout ce qui s'ensuit, ben, ça s'estime à combien en termes d'argent par rapport à l'argent dit gagné, produit, la valeur produite par chaise par rapport à la quantité d'énergie dissipée non comptabilisée, donc dont je viens de parler depuis la piste jusqu'à la scierie, ben vous devinez bien qu'elle est infinie par rapport à ce qui reste dans la chaise. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Mais dont on ne s'occupe absolument pas. On fait comme si, non seulement on utilisait à 100% l'énergie de ce qu'on va chercher dans la nature, mais on fait aussi semblant que l'énergie qu'il y a dans le petit reste qui est la chaise ou je ne sais pas, n'importe quel produit que j'ai fait ou que j'ai fabriqué, et a une valeur en elle-même qui n'implique aucune forme de valeur négative ou de nombre de zéros à enlever de cette valeur que, soi-disant, j'ai créée, j'ai produite. Bon, alors là, laissons de côté ce problème pour l'instant de non-utilisation de l'énergie à 100%, et revenant à l'autre, la conservation de l'énergie par le travail. Alors donc, ce menuisier, il a vendu pour 10 000 $ de chaises. Alors disons, par hypothèse complètement farfelue, que l'énergie, si on parle en termes d'argent, alors on va essayer de parler de l'énergie en termes d'argent. On ne va pas en parler en termes de BTU ou de calories, ou tout ça. Ce serait vraiment trop compliqué. Bon, en termes d'argent. Eh bien, disons que dans les 10 000 $ qu'il a gagné en vendant ses chaises, eh bien, dans la quantité d'énergie laissée par le travail qu'il a intégré dans les chaises qui sont toujours là, qui vont faire se reposer 2, 3, 4 générations, peut-être 5 de personnes fatiguées qui vont récupérer un peu d'énergie pour retravailler ou travailler, enfin, peu importe, ou penser, enfin, peu importe. Mais disons que c'est le tiers, voilà, 30%. Alors voilà que notre menuisier, avec le 10 000 $ avec lequel il a acheté sa voiture, eh bien, il y a une quantité d'énergie dissipée qu'il faut retirer, retenir, qui est le 30% d'énergie
conservé par le travail qui est dans les chaises. Donc 3 000 $. Alors voilà donc que notre menuisier, en termes énergétiques, a payé réellement, si j'ose dire ça, en termes d'entropie, donc d'énergie dissipée, sa voiture, l'équivalent énergétique de 7 000 $, puisqu'il y a 3 000 qui sont restés dans le travail qu'il a mis dans les chaises et qui y est conservé. Bon. Alors, essayons de comprendre un peu mieux. La voiture qui coûte 10 000 $, ce 10 000 $ là, avec lequel j'achète cette voiture, si on tient par compte de tout ce que je viens de dire en termes d'énergie, eh bien, ce 10 000 $, c'est quelque chose qui représente l'achat d'équivalent 10 000 $, en admettant qu'il n'y a que 10 000 $, de dissipation, de perte d'énergie, d'entropie définitivement perdue dans cette voiture. Bon. Mais comme le menuisier, avec ce 10 000 $, il a quand même laissé 3 000 dans ses chaises. Alors ce qu'il a acheté en termes d'entropie pure, d'énergie dissipée pure, en achetant cette voiture, c'est 7 000. Bon. Donc, il en a acheté une quantité qui est amoindrie par celle qu'il a laissée dans les chaises. Bon, j'espère que ça s'est compris. Maintenant, comparons avec le spéculateur. Le spéculateur, il spécule. Il ne travaille pas, il ne produit pas. Il ne laisse ni chaise, ni bureau, ni rien de rien. Bon. Alors, il n'y a aucune conservation d'énergie par le travail chez le spéculateur. À la bourse, à la banque, les actions, les débentures, etc., tout ce que vous voudrez, les produits dérivés, rien. La seule dissipation d'énergie qu'il y a là-dedans, et qui est quand même importante aussi, hein, il faut la compter, c'est les bâtiments. Il faut quand même des bâtiments pour abriter une bourse. C'est du béton, c'est du etc. Il faut de l'éclairage, il faut du chauffage, il faut des ordinateurs, il faut des chaises, il faut des bureaux, il faut ceci, il faut de l'entretien ménager, il faut je sais pas quoi. Bon, tout ça, c'est quand même déjà, il y a de l'énergie là-dedans qui est dissipée. Donc il n'y a pas zéro énergie de dissiper ou de gaspiller ou de perdu dans le travail de spéculation, d'intérêt et d'usure. Déjà ça. Le lieu de travail et son entretien, tout ce qui s'ensuit. C'est bon. Déjà, bon. Les communications, ce que vous voudrez, les ordinateurs, tout ça, bon. Mais, en plus, comme notre spéculateur n'a rien laissé physiquement à partir de 10 000 $ qu'il a gagné par pure spéculation, il n'a laissé aucune énergie conservée par un travail quelconque dans rien du tout. Absolument rien. Donc ce qui se passe, c'est que ce spéculateur, en achetant cette voiture 10 000 $, il a acheté pour 10 000 $ d'entropie totale, pure. Il a acheté 10 000 $ d'énergie totalement perdue, gaspillée, définitivement perdue pour nous et pour l'univers. Alors que celui qui l'a fait avec des chaises, il n'en a acheté que pour 7 000. Donc, celui qui fait des chaises et qui achète cette voiture à 10 000 $,
est 30% énergétiquement plus efficace, plus économe que celui qui fait ce 10 000 $ par spéculation. Vous voyez, c'est un raisonnement pratiquement, je dirais, de l'ordre de l'énigme, tellement c'est abstrait sans doute, et difficile à comprendre, parce qu'il faut mettre en jeu et entrecroiser tellement de concepts et de principes différents, de sciences différentes, que ça en devient presque impossible à exposer, à argumenter. Alors, la seule façon que j'ai trouvée pour ne pas être trop abstrait, j'ai laissé l'aspect mathématique et tout ce qui s'ensuit à des amis infiniment plus instruits que moi dans ces domaines de la physique théorique pure, thermodynamique, etc., de trouver la façon d'exprimer tout ça en équation et en démonstration plus serrée mathématiquement. Je ne dirais pas plus scientifique, c'est pas parce qu'on met ça en équation voilà, que ça devient plus scientifique, mais ça devient plus précis, disons. C'est tout, c'est plus et pas seulement une approximation par simple raisonnement comparatif. Bon, alors j'espère que cette image est comprise. Alors il faut comprendre qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, bon, vous achetez la chose, oui, mais ce que vous achetez avant tout, c'est de l'énergie perdue. C'est tout. Vous achetez un ordinateur, ben vous l'avez l'ordinateur, oui, il est là, il est devant vous. Mais avant l'ordinateur, vous avez acheté le fait qu'on a dû remuer, tourner, retourner 8 tonnes de terre en moyenne pour avoir les minerais et les produits nécessaires pour faire cet ordinateur. Presque la même chose pour un cellulaire, pour les terres rares, etc., qu'on connaît, bon, le tolcan, le je sais pas quoi, tout ce qui s'ensuit là, bon. Alors, plus 70% d'eau, faut pas l'oublier aussi. Il y a non seulement la matière, la terre, mais il y a l'eau également. Bon, alors vous avez acheté tout ça. Vous n'avez pas acheté que l'ordinateur, ou que la voiture, ou que le tracteur, ou que la bicyclette. Vous avez aussi acheté tout ce qui vient derrière. Depuis la toute première personne qui a extrait le premier gramme ou milligramme de fer ou de bauxite ou de je ne sais quoi, ou de minerai quelconque, pour contribuer à l'objet que vous avez acheté. Bien. Alors donc, pour conclure là pour aujourd'hui, je voudrais que l'on comprenne bien que l'argent qui sort des intérêts faramineux, des sommes colossales que font les banques, les bourses, les traders, les institutions financières, les institutions d'assurance, etc., sur des produits dérivés, des produits abstraits, des produits comme ça qui ont l'air évanescents, n'impliquant aucune espèce de matériaux, donc aucune espèce de destruction ou de dégradation d'énergie. C'est de la pure magie virtuelle, comme l'économie de la connaissance, etc., etc. Bon. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on parle d'économie de la connaissance ou virtuelle ou de l'information, tout ce que vous voudrez, c'est qu'il faut absolument
que la dernière des informations contenues dans tout ce que je viens de mettre derrière tous ces termes, pour devenir quelque chose qui a une consistance ou une valeur ou une utilité quelconque, il faut qu'elle devienne un fait économique. Et le fait économique, c'est l'ordinateur, c'est la voiture, c'est le tracteur, c'est l'autoroute, c'est le bâtiment, c'est etc. C'est la pêche des poissons, c'est enfin tout ce que... En bout de ligne, tout cela finit par revenir à de la dégradation de constituants physiques, matériels, donc totalement énergétiques, de ce qui fait notre univers et notre planète. À quoi sert une idée ou une spéculation quelconque si elle ne finit pas par aboutir à produire un veau, ou, je sais pas moi, des légumes, des fruits, des céréales, des objets, des ordinateurs, des téléphones, etc. Elle reste une idée, c'est tout. Et l'argent de la spéculation, la même chose. Tant que cet argent reste enfermé dans les coffres des bourses, et j'espère qu'on pourra un jour l'y enfermer définitivement, parce qu'aujourd'hui c'est je pense 10 000 fois la valeur du PNB de la planète, si ma mémoire ne joue pas de tour. Vous vous rendez compte où on en est là? La totalité donc de cet argent de spéculation, d'argent artificiel, si on fait évidemment la somme de tout, les liquidités, la monnaie fiduciaire, non fiduciaire, tout ce que vous voudrez, les crédits, les dettes, les ceci, les cela, les emprunts, les machins, et tout ce qui dort dans les comptes des bourses et des banques et des institutions financières, sans parler de ce qui est caché encore et qu'on appelle l'informatique, l'informel, eh bien, on en est, oui, je me souviens bien, c'est bien le bon chiffre, à pratiquement 10 000 fois la valeur totale de ce qu'est le PNB de la planète. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, si dans ce 10 000 fois, il y a 7 ou 8 000 qui sont dans les produits de spéculation, bien cet argent, quand il sort de son lieu de spéculation, sort de la bourse et il devient de l'argent qui circule et qui achète des choses. Eh bien, cet argent achète totalement de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation d'énergie définitivement perdue, totale. Donc cet argent ne sert à rien. La finance ne sert à rien. Elle ne sert à rien d'autre qu'à produire de l'argent artificiel qui, malheureusement, dès qu'il sort, il achète de l'entropie, de la dégradation d'énergie totale, équivalent total de la somme qui a été sortie, sans aucune forme de conservation d'énergie quelconque par le travail, comme je l'ai expliqué pour le fabricant de chaises qui vit en vendant des chaises. Alors voilà donc l'objection qu'on m'a faite, cette énième, on en est à la 4e ou à la 5e, je ne sais plus, et voilà ce que j'y ai répondu. Bon. Et évidemment, c'est assez complexe surtout pour répondre en quelques phrases quand on est dans un congrès ou dans un colloque ou chose comme ça. Mais il n'en demeure pas moins que cette objection
appelle de notre part infiniment plus de préoccupation, d'inquiétude, pour ne pas dire d'angoisse et d'anxiété, que tout ce que j'ai dit auparavant. Parce que de plus en plus l'économie n'est plus que finance. Les profits ne se font plus que sur la spéculation, c'est-à-dire de l'argent qui ne vaut rien, qui ne sert à rien, qui ne fait que détruire. Dès que cet argent sort des poches qui l'ont spéculé, c'est de la destruction totale pure. Il n'y a rien de créé, absolument rien. Bon. Et surtout, ne venez pas me faire. Ça, c'est une autre objection. Ça me prendra du temps, on y reviendra plus tard. Donc, alors voilà, cet argent donc de spéculation, eh bien, je suis juste désolé de peut-être détruire beaucoup d'illusions et de fausses croyances, mais il est infiniment plus dangereux, infiniment plus destructeur que tout l'argent fait avec toutes les façons les plus idiotes, les plus dévastatrices de travailler directement et physiquement avec ce qui est matériel, concret sur cette planète. C'est pour ça que je répète souvent, la seule chose à faire avec la bourse, c'est si on n'en a pas, surtout pas d'en avoir. 2, si on n'en a pas, et si on en veut une, eh bien, il faut choisir laquelle on veut, comme le capitalisme. Il y a le capitalisme américain, mais il y a le capitalisme allemand. Lisez le livre de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, lequel on veut. Pourquoi veut-on absolument le capitalisme américain? Pourquoi? Pourquoi ne prend-on même pas la peine d'étudier ce qu'est le capitalisme allemand, entrepreneurial, comme l'a appelé Michel Albert, scandinave, japonais, etc. Bon, n'est pas juste allemand, mais la source est allemande et l'inspiration est allemande. Bon, on veut une bourse. Alors là aussi, laquelle on veut? La bourse de spéculation totale et débridée à l'américaine, ou une bourse où la spéculation est bridée et contrôlée par des lois, comme par exemple en Allemagne, ou en Scandinavie, au Japon. On ne peut pas, par exemple, distribuer plus de dividendes aux actionnaires d'une entreprise que la valeur réelle, résiduelle de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas spéculer. Si l'ensemble des dividendes distribués à tous les actionnaires de Daimler-Benz en Allemagne, ailleurs, en dehors d'Allemagne, on spécule, bien sûr, pas ça le problème, mais en Allemagne, ça ne doit pas, par la loi, dépasser la valeur réelle de l'entreprise. Ces actionnaires ne peuvent pas gagner par la spéculation, ou les patrons, ou les banques allemandes ne peuvent pas gagner sur la spéculation sur la valeur de l'action Daimler-Benz. Impossible. Donc sur quoi ils vont gagner? Sur la capitalisation réelle de l'entreprise, c'est-à-dire sur la valeur du produit. Ce n'est pas pour rien que la Mercedes est la meilleure voiture du monde. La valeur réelle du produit, son rapport qualité-prix, etc. Sur la technologie installée, sur la capacité installée de production, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête des employés et des ouvriers. Instruits, bien formés, pour rien qu'il y ait le système dual qui forme constamment
à l'université, dans le système d'éducation nationale et dans l'entreprise, constamment, 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 la main-d'œuvre et sa connaissance est améliorée, etc., etc. Alors voilà sur quoi ils gagnent. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des chômeurs à tour de bras. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on coupe sur la formation des employés. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on coupe sur l'éducation nationale et la formation générale de ceux qui vont devenir leurs employés, etc., etc. Alors tout ça a des conséquences multiples et énormes. Alors donc voilà, on reviendra sur ces choses-là plus tard, mais pour aujourd'hui, retenons cette question donc d'objection de la spéculation qui serait non anthropique. Eh bien, je suis juste désolé, mais elle est infiniment plus destructrice et plus anthropique que l'activité physique elle-même. Bon. Donc, je répète, si on n'a pas de bourse, qu'on n'en ait pas. Si on en veut absolument une, qu'on choisisse laquelle on veut. Celle qui limite les dégâts considérablement ou celle qui ne fait que les démultiplier considérablement. Merci de votre attention. Et vous voyez que cet argument a pris du temps quand même. Pas facile. J'espère me m'être fait comprendre. Et s'il y a, comme d'habitude, des commentaires ou des questions, ben, j'en prendrai une ou deux. Allons-y. Ben, merci infiniment. C'était vraiment. De rien, c'est Mohamed. Merci. Ah, sûrement, ça a été vous êtes chaque fois, j'allais dire, plus performant que la fois précédente. Merci. Et la fois précédente, vous avez été aussi plus performant que cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça va dans tous les sens. Merci beaucoup. Alors, il y a un commentaire. Bon, d'abord, il y a un remerciement. Un remerciement de Ferida. Ferida qui vous écrit. Bon, merci pour toutes ces informations sur l'énergie. Il y a Merci. Wilson. Alors, Wilson pose des commentaires et des questions régulièrement. Et donc, il vous dit bonsoir, monsieur Aktouf. Un grand merci pour ces éclairages. Pensez-vous qu'on peut s'en passer du capitalisme américain compte tenu de sa dimension mondiale à presque tous les niveaux? Voilà. Donc, c'est la seule question qui est posée. Très bien. Donc, il y a une seule question, il n'y en a pas deux là. Non, il y a une seule question, c'est un remerciement. Okay. Il y a le remerciement, la question. Ok, très bien, très bien. Bon, je vais prendre. Attends, oui. Il y a maintenant, après Wilson, c'est Golden, qui est un habitué, qui est fidèle, qui poste régulièrement des commentaires et des questions. Oui. Alors, la question qu'il pose, c'est merci de nous éclairer sur la valeur nominale et la valeur marchande. Ok. Donc, voilà. Très bien. Alors, je prends ces deux questions, c'est déjà pas mal. Ben, merci beaucoup. Merci à vous deux et à votre fidélité et de vos questions. Donc, la première, peut-on se passer du capitalisme US, donc américain, vu son importance dans le monde? Ben, bien sûr que oui. Écoutez, la Terre et l'humanité se sont passés de ce capitalisme et de bien d'autres choses pendant des millions d'années. Hein. Enfin, des millions. Quelques petits millions, mais c'est quand même des millions. Alors, donc, mais non seulement on peut, mais on doit, mon cher Wilson et mes chers auditeurs, je vous le dis, le plus solennellement du monde, non seulement on peut, mais on doit, avec un grand D majuscule, se passer du capitalisme américain le plus urgemment possible.
Pourquoi? Il y a mille et une raisons. Et ces mille et une raisons font partie de tout ce que je dis depuis le début. Tout ce que je dis depuis le début et que j'analyse comme destructeur, comme etc., nous vient de cette conception de la terre, de l'être humain, de la civilisation humaine, du confort, de l'utilité, de tout ce qui s'ensuit, qui nous vient de ce capitalisme américain. Bon. Alors maintenant, si on peut s'en passer, mais bien sûr que oui. Mais pour quelle raison ne s'en passerait-on pas? Pourquoi l'Allemagne s'en passe? L'Allemagne n'a pas un iota, mais pas un iota, pas un millième de milligramme de pratique de capitalisme à l'américaine. Rien. Le Japon non plus. La Scandinavie non plus. La Malaisie, petit pays musulman, je précise parce que j'ai entendu déjà dans mes cours des gens me demander pourquoi je suis tellement anti-capitalisme alors que ce capitalisme est scientifique, parce que peut-être je suis musulman et donc on sait, me dit cet étudiant, que l'islam est contre la science. Enfin voilà un peu ce que leur dit la télévision, les journaux, l'islam est contre la science. Voilà, donc c'est être anticapitaliste, capitalisme américain, c'est être anti-scientifique. C'est la science qui nous a donné ce capitalisme-là. Ben, on l'a mis dans la tête de millions de gens. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Ce capitalisme à l'américaine n'est absolument rien d'autre que ceci. Chercher par tous les moyens possibles, même à la limite de la légalité ou carrément illégaux, mais à la limite de ce que permet la marge de ce qui est légal. Bon. Alors, c'est quasiment du vol. Je peux vous donner juste l'exemple des médicaments. Ici, États-Unis, Canada, quand l'insuline, par exemple, pour le diabète, on sait très bien qui est malade du diabète. Les gens malades du diabète, le plus, surtout le diabète numéro 1, c'est particulièrement les pauvres, les noirs, les blancs pauvres, les latinos, etc., ou les pauvres dans le monde, qui se nourrissent mal, qui mangent trop de gras, trop de sucre, trop de machin, trop de trucs, d'ailleurs qu'on leur vend à volo. Eh bien, une dose d'insuline aux États-Unis, c'est $450. Une dose. Alors qu'elle est gratuite en Allemagne. Ça, c'est le capitalisme, ça aussi. Ça en fait partie. Alors, le capitalisme en américain, c'est le capitalisme. Alors, j'ai déjà parlé, je pense, dans d'autres webinaires, ou celui-ci, je ne me rappelle plus, des origines du capitalisme, du mot capital, etc., qui veut dire, ce qui est possédé, ce qui est gardé, etc. Et puis bon, par expansion, ça a donné tout ce qu'on sait sur le fait de posséder, de multiplier l'argent, tout ce qui s'ensuit. Eh bien, donc, depuis les origines, ce capitalisme, c'est faire de l'argent. Oui. Professeur. Oui. Je vais vous interrompre. Oui. Parce qu'il y a une mauvaise connexion et donc vos phrases se coupent. Aïe, aïe, aïe. Alors, oui, non, on ne va pas arrêter le webinaire. Ce que je vous propose, oui, bon, c'est qu'on fasse comme ça une petite pause, un petit dialogue entre vous et moi pour que je vous entende. Et au moment
où le son se rétablit, vous reprenez votre D'accord, webinaire. d'accord, Mais pour d'accord, l'instant, vous parlez, c'est-à-dire, eh, mais ça coupe d'accord. sérieusement, c'est-à-dire, Oh là là. Ah bon, oui, ou alors à la limite, on peut laisser au, au prochain, le parce prochain que, webinaire, ben oui, oui, d'accord, oui, 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 il vaut mieux, oui. d'accord. Alors Farida rajoute un autre commentaire. Oui, Merci, merci aussi de nous éclairer sur les différents capitalismes. Chapeau bas, professeur. merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil. Mystérieusement, la voix était coupée, hachée, donc on n'entendait pas très bien. Ah ben oui, 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 oui. Donc c'est pas la peine, non, non. Quand ça commence comme Et ça, on et puis reporte donc la réponse à ces questions pour le prochain ah webinaire. oui, oui, question importante. Oui, Voilà, donc on va laisser voilà. pour le Merci. prochain. Je garde les questions et Oui, je garde les oui, ça dit. questions. Oui. Voilà. Je garde les questions pour le prochain webinaire. Et alors, voilà, donc c'est confirmé. Bon, c'est contradictoire. Namar confirme il y a coupure. Wilson euh, euh, dit le contraire. Il dit aucune coupure. Voilà. Mais Golden, lui, dit il y a coupure. Bon, donc l'explication la plus simple, c'est que ça dépend des régions dans lesquelles on est. Et donc ici en Voilà, Algérie, il y a voilà. coupure. Ben oui, ben Là oui. où est Golden, il y a coupure. Là où il y a Wilson, il n'y a pas coupure. En tout cas, c'est Omar, cher professeur. Cela confirme ce que vous disiez au début, que planifier une économie de la connaissance avec un tel C'est type de connexion, c'est hallucinant. c'est C'est de la hallucinant. pensée. Oui. Oui, Wilson, je viens de lire votre, votre remarque. Alors, Wilson, lui, il entend 5 sur 5, mais il est au Ah ben, Canada. il est au Hillel, Canada. qui est en Algérie, Hillel, qui est en Algérie, n'a aucune coupure, mais moi, j'ai des coupures. Ah ben, écoutez, je pense que il vaut mieux laisser la chance à ceux qui ont Oui, des coupures pour qu'ils oui, puissent écouter mieux ça à la oui. prochaine session. Alors, cher professeur, est-ce que vous me permettez de faire une annonce qui me Bien concerne? sûr, bien sûr. Hein. Alors, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer mercredi prochain. Donc, la veille des webinaires du professeur Aktouf, je vais commencer un cours général de philosophie. Voilà. Excellente nouvelle. C'est Excellente nouvelle. voilà. Voilà. Donc, ces cours de philosophie ne ressembleront pas aux cours que je faisais au séminaire de philosophie et ne ressembleront pas aux cours que j'ai donnés en arabe. Ça va être des cours dans lesquels je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions sur le rapport entre philosophie et société, sur les origines de la philosophie. Bon, parce qu'on parle d'origine grecque, mais en réalité, les origines sont beaucoup plus lointaines. Et un certain nombre de questions sur le rapport de la vérité, de la connaissance, de la science, etc. Et le rapport fondamental que Sir Omar Aktouf a déjà abordé de plusieurs façons, en parlant de Platon et en parlant d'Aristote, entre le lien fondamental qu'il y a entre la philosophie et la réalité de la vie sociale. Absolument. Et, oui, et donc Sir Omar Aktouf, notre professeur,
a déjà avancé des éclairages absolument fondamentaux que la philosophie, ce n'est pas une spéculation abstraite. Même quand elle apparaît sous la forme des spéculations abstraites, son lien avec la société est puissant et profond, même s'il est caché. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Sir Omar, pour d'avoir Merci tout à ce vous. contenu. Merci à Oui, vous promouvoir. et je répondrai à ces questions la semaine prochaine. Oui. Allez, excellente journée à vous.